Lorsque l'on évoque l'image du Tyrannosaurus rex, ce monstre colossal du Crétacé supérieur, c'est souvent celle d'un solitaire terrifiant, un prédateur ultime et sans pitié. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, le T-Rex a parfois été représenté autrement, comme un chasseur social, évoluant en meute, coordonnant ses attaques pour terrasser de grandes proies. Cette vision, si puissante et saisissante, a vu le jour à la croisée de rêves enfantins, de spéculations artistiques et de débats scientifiques. Il est fascinant de se pencher sur l'éveil de ce mythe, sur la façon dont l'idée d'un T-Rex sociable et coopératif est née et s'est propagée, oscillant entre cauchemars enfantins et hypothèses scientifiques audacieuses. Dès les premières découvertes du T-Rex à la fin du XIXe siècle, ce dinosaure imposant a éveillé fascination et effroi. Sa taille gigantesque, ses mâchoires puissantes et sa silhouette massive ne laissaient guère de place au doute. Nous avions affaire à un prédateur d'exception, au sommet de la chaîne alimentaire du Crétacé nord-américain. Ce portrait initial a naturellement fait penser à un chasseur solitaire, livré à lui-même, capable de dominer un environnement par sa force brute. Toutefois, au fil du temps, l'imaginaire humain s'est mis à tisser une image différente, nourrie autant par l'enfance que par la science. Les premières représentations populaires, notamment dans les revues illustrées, les bandes dessinées et ensuite les films, ont souvent infusé des traits anthropomorphiques aux dinosaures. Le T-Rex n'était plus seulement une bête sauvage, mais parfois un être capable d'intelligence collective, d'organisation. Ce glissement est compréhensible, car, dans notre expérience, les grands carnivores sociaux, comme les lions ou les loups, fascinent autant qu'ils effraient. L'idée de voir un prédateur aussi redoutable que le T-Rex travailler en équipe a su captiver l'imagination, donnant naissance à des récits où des hordes de tyrannosaures planifiaient et exécutaient des chasses coordonnées, suscitant un sentiment mêlé d'admiration et d'angoisse, le cauchemar ultime d'un Crétacé tyrannique. Cette origine poétique et médiatique du mythe n'a pas empêché les paléontologues de se pencher sérieusement sur la question, surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle. En effet, avec la multiplication des fouilles et la découverte de sites où plusieurs individus de T-Rex ont été trouvés regroupés, la tentation de repenser le comportement social du dinosaure s'est accrue. Ces accumulations osseuses ont alimenté les spéculations. Étaient-ce des meutes, des familles, ou simplement des rassemblements fortuits? Le débat est alors devenu scientifique, déclenchant une effervescence autour des possibles preuves d'un comportement social chez le T-Rex. Les chercheurs se sont ainsi interrogés sur les indices à chercher pour démontrer la coopération entre individus. Ils ont analysé les marques sur les os, les pathologies, la juxtaposition des fossiles, ainsi que les comparaisons avec les espèces actuelles. Il y a une logique à imaginer qu'un superprédateur de cette taille, affrontant des proies gigantesques et dangereuses, aurait beaucoup à gagner à chasser en groupe. La coopération pourrait améliorer le succès dans la chasse, la protection des jeunes ou la défense du territoire. Cette perspective a ravivé le mythe, le transformant peu à peu en hypothèse scientifique plausible. Pourtant, le chemin pour convaincre la communauté paléontologique reste complexe et semé de prudence. Le T-Rex, avec ses bras relativement courts, son poids énorme et ses habitudes encore peu connues, interpelle sur la faisabilité même d'une chasse en meute comme chez les carnivores modernes. Peut-on appliquer nos connaissances actuelles des comportements sociaux d'animaux contemporains à un prédateur si différent? Certains s'y refusent, préférant maintenir le portrait d'un chasseur solitaire, tandis que d'autres, plus ouverts, explorent les données et développent des modèles comportant une certaine sociabilité. Il apparaît également que l'éveil de ce mythe est intimement lié à notre besoin humain de comprendre le passé en le reliant à ce que nous connaissons.
Imaginer le T-Rex en groupe, c'est se rapprocher d'une forme de terrain familier, une communauté organisée, où l'intelligence et la coopération prennent autant le pas sur la force brute que dans nos sociétés contemporaines. Cela soulève des questions fondamentales sur l'évolution du comportement social et les mécanismes qui poussent à la coopération chez les carnivores. Ainsi, ce premier chapitre s'ouvre sur cette interrogation fascinante. Comment un archétype de la peur primaire, le T-Rex, a-t-il pu se métamorphoser en un chasseur social, un prédateur organisé, mélangeant les contours du cauchemar priméval à ceux d'une hypothèse scientifique prometteuse? Ce parcours, entre rêves enfantins, inspiration culturelle et recherche rigoureuse, annonce l'exploration approfondie que nous allons entreprendre. Nous allons plonger au cœur du Crétacé supérieur, découvrir la vie complexe qui s'y déroulait, détailler l'anatomie et la perception sensorielle du plus fameux des tyrannosaures, et scruter les preuves qui pourraient confirmer ou infirmer l'existence d'une vie sociale chez ces géants. Avant de nous aventurer dans le monde qui a vu évoluer le T-Rex, il est utile de garder en mémoire cette image double, presque paradoxale, du dinosaure. D'un côté, le monstre solitaire rustique, incarnation d'une puissance brute et incontrôlée. De l'autre, une créature potentiellement sociale, capable de stratégies complexes, organisées et partagées. C'est dans ce contraste que se cache le mystère et la magie de ce mythe, qui, au-delà de la science, nourrit notre imagination et notre fascination pour ces êtres disparus depuis 66 millions d'années. Pour comprendre pleinement le Tyrannosaurus rex et le cadre dans lequel il évoluait, il est essentiel de se plonger dans le contexte fascinant du Crétacé supérieur. Il y a environ 68 à 66 millions d'années, durant lequel ce prédateur emblématique régnait sur les terres de l'actuel nord-ouest américain. Cette période, riche et tumultueuse, était un monde largement différent du nôtre, marqué par un climat globalement chaud, une biodiversité florissante et un paysage en perpétuelle mutation, tant au niveau de la flore que de la faune. Le Crétacé supérieur est la dernière étape de l'ère des dinosaures avant leur extinction massive. À ce moment-là, la Terre connaissait des températures plus élevées et un niveau des mers plus élevé qu'aujourd'hui, ce qui se traduisait par une forte expansion des zones côtières et la formation d'énormes bassins marins peu profonds. Ces conditions créaient des écosystèmes variés et luxuriants, où s'établissaient de grandes forêts, des plaines et des deltas. Le climat était généralement chaud et humide, ce qui favorisait une végétation dense et diversifiée, notamment des conifères, des fougères, des cicadales, ainsi que l'apparition graduelle des premières plantes à fleurs, encore minoritaires, mais en pleine expansion. Sur cette toile de fond végétal évoluait une multitude d'espèces animales, entre autres une grande variété de dinosaures qui composaient un réseau complexe de relations alimentaires et écologiques. Les premiers acteurs de cette scène dynamique étaient bien sûr les herbivores, qui dominaient les paysages, des hadrosaures, souvent appelés dinosaures à bec de canard, pour leur museau aplati et leur capacité à broyer une grande quantité de végétation, émergeaient en masse dans les plaines. Ils formaient de vastes troupeaux, dévorant les feuilles des arbres et les fougères, leurs dents spécialisées, adaptées à une alimentation très abrasive, leur permettant de digérer efficacement le végétal. Parallèlement, les cératopsiens, reconnaissables à leur collerette osseuse, ornée de cornes et de structures complexes, évoluaient dans les forêts et les clairières. Ces imposants herbivores, dont le célèbre Tricératops, possédaient une musculature puissante et une défense redoutable contre les carnivores, notamment grâce à leurs cornes à des fins de combat et d'intimidation. Leur présence renforçait la dynamique entre proies et prédateurs,
forçant ces derniers, dont le T-Rex, à adapter leur technique de chasse. Au-delà des hadrosaures et des cératopsiens, d'autres herbivores rythmaient cet écosystème, comme les ankylosaures, recouverts d'une armure osseuse, et les pachycéphalosaures, avec leur crâne renforcé, délimitant ainsi une riche variété de niches écologiques. Cette abondance de proies offrait un terrain idéal pour les grands prédateurs, et le Tyrannosaurus rex s'insérait parfaitement dans ce tableau en tant que chasseur au sommet de la chaîne alimentaire. À côté des dinosaures terrestres, la faune comprenait également des reptiles volants, comme les ptérosaures, qui planèrent dans le ciel, ainsi que de gros reptiles marins, tels que les mosasaures, dominant les océans proches. Les premiers mammifères, bien que de petite taille, faisaient leurs premiers pas, souvent dans l'ombre des géants. Leur évolution resterait longtemps discrète, mais ce fut une époque charnière qui allait aboutir à des transformations majeures après la disparition des dinosaures. Dans ce tableau complexe, le T-Rex a dû s'adapter à un monde rempli à la fois d'opportunités et de défis. La concurrence avec d'autres grands carnivores, la nécessité de traquer ou d'affronter de puissants herbivores, mais aussi la navigation dans un environnement qui changeait constamment. Autant d'éléments qui influaient fortement sur ses comportements et, possiblement, sur son organisation sociale. En effet, imaginer comment ce prédateur pouvait s'insérer dans ce réseau écologique permet de comprendre pourquoi l'idée d'une chasse en meute suscite aujourd'hui autant d'intérêt. Si les proies étaient nombreuses, mais redoutables, l'approche coopérative aurait pu constituer un avantage évolutif notable. Ainsi, le Crétacé supérieur nord-américain était un monde vibrant, façonné par un climat favorable et une biodiversité abondante, où le Tyrannosaurus rex évoluait parmi une multitude d'espèces, chacune jouant un rôle dans cet équilibre complexe. Explorer ce cadre naturel, riche en détails et en interactions, nous offre la clé pour envisager au mieux la vie de ce digne représentant des tyrannosauridés et ouvre la voie à une compréhension plus fine de ses comportements, qu'ils soient solitaires ou sociaux. Avant d'approfondir la vie spécifique du Tyrannosaurus rex dans son environnement, il convient donc d'évoquer les éléments majeurs qui caractérisaient ce monde ancien, ses climats, ses écosystèmes et ses principaux protagonistes. C'est cette immersion sensorielle et scientifique qui nous permettra de mesurer l'ampleur du défi écologique auquel ce superprédateur était confronté. Grâce à ce panorama, les spéculations sur sa structure sociale ou ses modes de chasse prennent tout leur sens, enracinés dans une réalité paléontologique tangible et saisissante. Le Tyrannosaurus rex, souvent simplement appelé T-Rex, est sans doute l'un des prédateurs les plus emblématiques de l'histoire naturelle. Toutefois, au-delà de son nom évocateur et de sa silhouette imposante, il est essentiel d'explorer en profondeur son anatomie, ses capacités sensorielles et son intelligence, mais aussi de mesurer comment, au fil du temps, notre perception de ce dinosaure fascinant a évolué, façonné par les découvertes scientifiques autant que par la culture populaire. Commençons par l'anatomie. Le T-Rex était véritablement un colosse du Crétacé supérieur, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de long et peser environ 8 à 9 tonnes. Sa taille massive en faisait un prédateur redoutable au sommet de la chaîne alimentaire. Son crâne, qui pouvait mesurer près d'1,5 mètre, était extrêmement robuste, doté de puissantes mâchoires, capables d'exercer une pression de morsure estimée à environ 35 000 newtons, soit une force capable de broyer les os. Ses dents, longues et coniques, mesuraient en moyenne 15 cm. Certaines pouvaient même atteindre 30 cm. Elles étaient adaptées à la déchirure et à l'effritement des carcasses. Les traits caractéristiques de son crâne
de solides attaches musculaires et une mandibule articulée conféraient au T-Rex un avantage certain pour un carnivore efficace. Le corps était puissant, mais aussi étonnamment adapté à la chasse. Malgré sa masse, il possédait de longues pattes postérieures musclées, lui assurant une mobilité relative, capable de sprinter sur de courtes distances, ce qui lui permettait d'être un chasseur à l'affût. En revanche, ses membres antérieurs, bien que souvent sujets à caricature à cause de leur petite taille, n'étaient pas inutiles. Court, mais robuste, il disposait de 2 doigts munis de griffes acérées, probablement utiles pour maintenir la proie ou pour d'autres fonctions encore débattues. Les sens du T-Rex étaient particulièrement affinés. Les études paléontologiques sur le crâne et l'oreille interne suggèrent qu'il possédait un excellent sens de l'odorat, bien supérieur à la plupart des autres dinosaures, peut-être comparable à celui des vautours actuels. Cette capacité olfactive aiguisée lui permettait de détecter des proies mortelles à de grandes distances ou de localiser des carcasses pour se nourrir. Quant à la vision, les orbites placées vers l'avant laissaient penser que le T-Rex jouissait d'une certaine vision binoculaire, offrant une meilleure perception de la profondeur, un atout précieux pour un prédateur qui devait juger la distance avec précision pour attaquer. De plus, son système auditif était développé, capable de percevoir une gamme de sons variés, augmentant ses possibilités de communication ou de détection des proies. Sur le plan de l'intelligence, le T-Rex ne rivalisait certes pas avec les mammifères modernes, mais les reconstructions volumétriques des cavités cérébrales indiquent un cerveau relativement développé comparé à d'autres dinosaures carnivores. Certaines zones, notamment celles associées à l'olfaction, à la coordination sensorimotrice et à la mémoire, étaient bien développées, ce qui suggère des comportements complexes, réfléchis et adaptatifs. Toutefois, l'idée d'une intelligence équivalente à celle d'animaux sociaux modernes reste sujette à débat, notamment en l'absence de preuves directes de comportements collectifs complexes. Au fil des décennies, la perception populaire et scientifique du T-Rex a connu des transformations notables. Lors des premières découvertes, au début du XXe siècle, il était souvent décrit comme un charognard, lent et maladroit, plus un nettoyeur qu'un chasseur actif. Cette vision a changé radicalement à partir des années 1960 et 1970, avec l'émergence du paradigme du dinosaure dynamique, plus agile et actif, notamment grâce aux travaux du paléontologue John H. Ostrom. Le T-Rex a alors été réhabilité comme un chasseur redoutable, doté d'une vélocité adaptée, d'une grande force et d'une agressivité indéniable. Par ailleurs, dans l'imaginaire collectif, la popularité du T-Rex s'est considérablement renforcée, en partie grâce au cinéma, aux documentaires et à la littérature. Des films tels que Jurassic Park ont contribué à forger une image spectaculaire, bien que souvent romancée, de ce dinosaure. Un géant féroce, intelligent et parfois même rusé. Ces représentations ont sans doute influencé les spéculations scientifiques autour de ses comportements sociaux, notamment l'idée qu'il puisse chasser en groupe, renforçant le mythe d'un prédateur organisé. Aujourd'hui, les recherches continuent d'affiner notre compréhension de ce super prédateur. Les analyses biomécaniques, les reconstitutions numériques et l'étude minutieuse de fossiles permettent de dresser un portrait de plus en plus nuancé. Un T-Rex puissant, au sens aiguisé, un chasseur opportuniste capable d'adapter ses stratégies, et peut-être, mais sans certitude absolue, d'interactions sociales plus complexes que ce que l'on avait imaginé auparavant. Ce portrait du Tyrannosaurus Rex, mélange subtil entre force brute, aptitude sensorielle sophistiquée et intelligence modérée, constitue donc non seulement une clé pour comprendre son rôle écologique, mais aussi pour éclairer les débats contemporains
sur son comportement social ou solitaire. À mesure que nous progressons dans la connaissance de ce géant, le mythe devient peu à peu une histoire riche de détails et de nuances, qui nous rapproche toujours plus de la vie véritable d'une créature fascinante, régnant sur un monde aujourd'hui disparu. Pour appréhender pleinement le rôle écologique du Tyrannosaurus rex, en tant que superprédateur au sommet de la chaîne alimentaire, il est fondamental d'examiner les proies avec lesquelles il cohabitait, à savoir les immenses herbivores qui peuplaient les vastes plaines et les forêts du Crétacé supérieur. Ces dinosaures herbivores, souvent gigantesques, constituent le pendant indispensable au portrait du T-Rex, car leurs caractéristiques, leur stratégie de défense et leur abondance ont sans doute influencé les comportements de chasse de ce prédateur. Parmi eux se distinguent principalement les hadrosaures, les cératopsiens, ainsi qu'une diversité d'autres groupes herbivores tout aussi impressionnants. Commençons avec les hadrosaures, parfois surnommés dinosaures à bec de canard, en raison de la forme aplatie et large de leur museau. Ce groupe, extrêmement prolifique à la fin du Crétacé, était caractérisé par des individus pouvant mesurer plusieurs mètres de long, souvent entre 6 et 10 mètres, voire nettement plus pour certaines espèces. Leur dentition spécialisée leur permettait de broyer efficacement une grande variété de végétaux. Des feuilles tendres, des fougères aux branches plus coriaces des conifères. Leur mode de vie était probablement grégaire, évoluant en grands troupeaux qui leur offraient une protection collective contre les prédateurs. Leur agilité sur deux jambes ou à quatre pattes leur permettait aussi une certaine rapidité d'évasion. Les hadrosaures arboraient aussi des crêtes souvent ornées, allant de formes simples à complexes, qui auraient pu servir à la communication, que ce soit pour émettre des sons ou signaler leur rang social au sein du groupe. Ces traits les rendaient fascinants, non seulement sur le plan écologique, mais aussi pour la dynamique de leurs interactions avec les carnivores, comme le T-Rex, qui devait non seulement abattre de la taille, mais aussi composer avec une proie souvent nombreuse et organisée. À côté d'eux, les cératopsiens, tels que le célèbre Tricératops, étaient de gigantesques herbivores à la morphologie robuste, caractérisés par de larges collerettes osseuses et des cornes frontales. Ces structures défensives étaient sans doute un moyen de dissuasion efficace contre les attaques. Certains scientifiques pensent que ces collerettes pouvaient également jouer un rôle dans la reconnaissance sociale et dans des combats intra-espèces. Le Tricératops pouvait atteindre environ 9 mètres de long et peser plusieurs tonnes, constitué d'une masse imposante doublée d'une agressivité potentielle, ce qui en faisait une proie redoutable, même pour un prédateur aussi puissamment armé que le T-Rex. Leurs cornes pouvaient infliger des blessures sévères s'ils étaient acculés, et leur musculature et ossature robustes leur permettaient de résister à des charges lourdes. Plusieurs fossiles montrent des marques de morsures et des cicatrices, suggérant des confrontations violentes entre cératopsiens et tyrannosaures, ce qui témoigne d'un équilibre instable entre attaque et défense. Ces combats imposants étaient sans doute à la fois des enjeux écologiques d'alimentation et des démonstrations territoriales. Outre les hadrosaures et les cératopsiens, le Crétacé supérieur connaissait une autre diversité impressionnante d'herbivores que le T-Rex pouvait chasser ou qu'il pouvait aussi occasionnellement trouver morts pour se nourrir. Parmi eux, les ankylosaures, véritables tanks vivants, grâce à leur cuirasse osseuse et leur massue caudale, représentaient une proie difficile. Leur comportement défensif, avec une armure presque impénétrable, forçait le prédateur à adopter des stratégies uniques, probablement différentes de celles employées pour les hadrosaures ou cératopsiens. Les pachycéphalosaures, avec leurs crânes épais, parfois dotés de nodules et de bosses osseuses,
formaient un autre groupe d'herbivores du paysage crétacé. Bien que moins massifs que les cératopsiens ou hadrosaures, ils restaient des proies de taille respectable et se déplaçaient en groupe, ce qui influençait sans doute les modes d'attaque des carnivores. Enfin, il ne faut pas oublier les jeunes individus de toutes ces espèces, souvent plus vulnérables et susceptibles d'être une source alimentaire plus accessible pour le T-Rex, voire un élément central dans l'organisation éventuelle d'une chasse sociale en meute. La présence de juvéniles dans les troupeaux pouvait ainsi modifier les comportements de chasse et les stratégies du prédateur. Ainsi, le panorama des proies contemporaines du T-Rex révèle un écosystème riche en défis et en opportunités. Les immenses herbivores, aux tailles impressionnantes et aux stratégies défensives variées, imposaient au Tyrannosaurus Rex une adaptation constante, une capacité d'analyse et sans doute une certaine diversification des tactiques de chasse. Cela ouvre la réflexion vers la possibilité que le T-Rex ait pu, dans certains contextes, bénéficier de la coopération entre individus pour abattre des proies particulièrement massives ou dangereuses. Dans ce cadre, chaque espèce herbivore, avec ses caractéristiques propres, offre une clé indispensable pour comprendre non seulement l'environnement écologique du T-Rex, mais aussi les pressions évolutives qui ont pu guider ses comportements, son mode de vie et peut-être même sa vie en groupe. Ce riche tableau vivant et mouvant compose ainsi la toile de fond sur laquelle s'inscrit le mythe ou la réalité du Tyrannosaurus Rex chassant en communauté. Un chapitre que nous approfondirons au fil des sections suivantes. L'idée que le Tyrannosaurus Rex, ce géant du Crétacé, ait pu chasser en groupe émerge d'une combinaison fascinante entre spéculation scientifique, intuition popularisée et influence culturelle marquante. Elle trouve ses racines dans un long cheminement intellectuel où, peu à peu, le portrait figé d'un prédateur solitaire s'est peu à peu décloisonné pour accueillir la possibilité d'une sociabilité, voire d'une coopération active au sein d'un groupe. Pour comprendre cette naissance, il est essentiel de revenir aux premiers pas de cette hypothèse, ainsi qu'aux indices issus des découvertes fossiles demeurant encore aujourd'hui énigmatiques. Au cours du XXe siècle, lorsque les premiers squelettes complets de T-Rex ont été mis au jour en Amérique du Nord, les scientifiques avaient tendance à penser que cet animal imposant était avant tout un chasseur solitaire, parfaitement adapté à la traque individuelle. Cette vision s'appuyait à la fois sur la taille considérable de l'animal, supposé trop massif pour collaborer efficacement avec ses pairs, et sur l'observation des grands carnivores actuels, qui, hormis quelques exceptions, privilégient souvent la chasse individuelle ou en petits groupes familiaux. Le mythe du redoutable chasseur solitaire était donc en place, renforcé par les représentations culturelles popularisées au cinéma et dans la littérature, véhiculant l'image d'un prédateur féroce et isolé. Cependant, dès la fin du siècle dernier, certains paléontologues ont commencé à envisager une perspective différente, soulevant la question d'une organisation sociale plus complexe. À l'origine de ce tournant, des observations de sites fossiles où plusieurs individus de Tyrannosaurus Rex étaient retrouvés regroupés dans le même espace et la même stratigraphie. Ces accumulations pouvaient suggérer la présence de groupes ou du moins d'assemblages d'individus partageant un environnement commun sur une période relativement courte. Bien entendu, il fallait s'abstenir de toute interprétation hâtive, car ces concentrations pouvaient aussi résulter d'accidents naturels ou de caryons attirant plusieurs individus. Le débat s'enrichit également grâce à l'influence de la paléontologie comportementale, inspirée par l'étude des espèces actuelles. Une fois que le comportement social a été établi chez d'autres dinosaures, notamment certains théropodes plus petits ou les fameux vélociraptors,
il devenait légitime d'interroger la sociabilité du T-Rex. La coopération en chasse, notamment, offrait des avantages indéniables, tels que la possibilité d'abattre des proies plus volumineuses, d'élever les jeunes ensemble ou de défendre un territoire plus efficacement. Cette hypothèse, bien que séduisante, souffrait cependant d'un déficit de preuves directes, propres au T-Rex. Par ailleurs, la culture populaire a joué un rôle non négligeable dans la diffusion et l'enracinement de cette idée. Dès les récits fantastiques des films et romans d'aventure, la notion de meute redoutable de T-Rex, coordonnant leurs attaques, a captivé les esprits, décuplant l'imaginaire collectif autour de ce prédateur. Cette image, porteuse d'un certain frisson et d'une force dramatique indéniable, a parfois précédé et même motivé la réflexion scientifique, en alimentant la curiosité pour ses comportements sociaux. Certaines découvertes fossiles énigmatiques ont également alimenté l'hypothèse d'une chasse collective. Par exemple, des sites comme Hell Creek ou Dry Island, connus pour la présence de restes multiples de tyrannosaures ainsi que d'herbivores géants, alimentent la réflexion sur la possibilité d'interactions plus complexes. Certains ossements portent des marques qui pourraient résulter de comportements intraspécifiques ou même d'entraide, comme des blessures guéries, suggérant que des individus avaient survécu malgré des combats. Néanmoins, ces indices restent ambigus et ouverts à interprétation. Au-delà des fossiles, les avancées dans la modélisation numérique et la biologie comparée continuent de pousser la recherche vers des hypothèses plus audacieuses, explorant comment la dynamique de chasse en groupe aurait pu fonctionner techno-écologiquement chez le T-Rex. Ces travaux s'appuient sur des scénarios où les rôles seraient partagés, avec certains individus jouant le rôle d'éclaireurs, tandis que d'autres se spécialiseraient dans l'attaque ou la capture, une organisation qui a séduit par son originalité. Ainsi, la naissance de l'idée d'une chasse en groupe chez le Tyrannosaurus rex est un dialogue complexe entre observations paléontologiques tangibles, influences culturelles puissantes et perspectives théoriques en pleine évolution. Loin d'être une simple extrapolation fantaisiste, cette hypothèse incarne la recherche incessante d'une compréhension plus riche et multidimensionnelle du comportement de l'un des plus mystérieux et fascinants prédateurs que la Terre ait connu. Dans les sections à venir, nous explorerons en détail les preuves concrètes, les contre-arguments et les modélisations qui travaillent à éclaircir ce débat, toujours en mouvement. Plonger dans les sites où plusieurs spécimens de Tyrannosaurus rex ont été retrouvés ensemble représente une étape clé pour comprendre les dynamiques sociales possibles de ce prédateur mythique. Parmi ces lieux, les formations géologiques telles que Hell Creek aux États-Unis ou Dry Island au Canada se démarquent comme des terrains d'investigation fondamentaux où les paléontologues ont découvert des accumulations d'ossements rares et intrigantes, offrant un aperçu potentiel de la vie sociale encore énigmatique des tyrannosauridés. Le site de Hell Creek, dans le Montana et le Dakota du Sud, est sans doute le plus célèbre pour les découvertes liées au T-Rex. Cette formation, vieille d'environ 66 à 68 millions d'années, a livré certains des fossiles les plus complets et spectaculaires de ce dinosaure. Ce qui interpelle particulièrement, c'est la présence récurrente de vestiges appartenant à plusieurs individus de tyrannosaures dans des contextes géologiques communs. Par exemple, on y trouve parfois des assemblages où plusieurs squelettes se superposent ou se côtoient à faible distance, suggérant que ces animaux ont pu se regrouper à certains moments de leur vie ou dans des circonstances particulières, telles que la recherche de nourriture, l'eau ou lors d'événements catastrophiques. Toutefois, l'interprétation de ces accumulations n'est pas aisée. Ces regroupements peuvent provenir d'une mort en masse, causée par des phénomènes naturels, comme des inondations, des tempêtes ou des zones marécageuses où des animaux auraient pu se retrouver piégés simultanément.
plutôt que d'une vie sociale active. Néanmoins, l'existence d'ossements juvéniles mêlés à ceux d'adultes alimente l'idée que des groupes mixtes, incluant des individus de différentes tranches d'âge, partageaient peut-être un même espace ou jouaient un rôle dans une structure sociale plus large. Du côté canadien, la formation de Dry Island est une autre source précieuse d'informations. Cet endroit a révélé plusieurs fossiles de tyrannosauridés rassemblés, parfois mêlés à d'autres grands dinosaures herbivores. La concentration d'ossements dans des dépôts relativement restreints soulève des questions sur les comportements sociaux possibles. Ces animaux se côtoyaient-ils réellement ou leurs restes se sont-ils simplement accumulés par hasard au fil du temps? L'étude minutieuse de ces sites, notamment à travers la stratigraphie et l'analyse des sédiments, apporte des éléments qui suggèrent que ces rassemblements pourraient refléter une proximité de vie. Dans ces formations, les fossiles ne sont pas seulement en quantité. Leur état et leur position offrent parfois des indices complémentaires. Par exemple, des traces de blessures anciennes sur certains ossements de tyrannosaures, associés à des indices de guérison, peuvent indiquer un soin entre individus, une dimension sociale, voire une hiérarchie où des membres du groupe auraient aidé des congénères affaiblis. Ces hypothèses, bien que restant difficiles à prouver formellement, stimulent l'attention sur une dimension comportementale plus riche et complexe. Outre Hell Creek et Dry Island, d'autres formations comme celle de Lance, Judith River ou Horseshoe Canyon participent à ce panorama, chacune avec ses spécificités stratigraphiques et paléontologiques. En agrégeant les données de ces sites, les chercheurs espèrent reconstituer un tableau global qui dépasserait la simple accumulation d'ossements pour révéler une histoire biologique et comportementale cohérente. En résumé, les sites à multiples tyrannosauridés représentent de véritables archives du passé, où la combinaison des ossements, des indices de pathologie et des conditions sédimentaires soulève la possibilité d'une vie sociale organisée, ou au moins d'une proximité régulière entre individus. Ces découvertes ouvrent la porte à l'interprétation d'un T-Rex peut-être moins solitaire qu'il n'a longtemps été imaginé, posant ainsi les fondations d'un débat scientifique passionnant, auquel nous allons consacrer les prochaines analyses plus détaillées. Comprendre ces sites, c'est s'engager sur la piste d'un comportement plus proche d'une meute que d'un chasseur isolé, amplifiant la fascination que suscite ce prédateur légendaire. Au fil des siècles, les fossiles de Tyrannosaurus rex nous ont livré bien plus que leur seule morphologie. Ils portent aussi des traces d'une histoire intime, faite de combats, de blessures, de guérisons et sans doute d'interactions sociales complexes. L'analyse détaillée de ces pathologies fossiles, visibles sur les ossements, offre un moyen précieux pour tenter de déchiffrer les comportements sociaux du T-Rex, en particulier pour savoir si ces marques témoignent d'une hiérarchie établie, voire d'une forme de coopération, ou si elles sont le simple reflet de rivalités violentes et solitaires. L'observation de morsures et de blessures anciennes sur des os de T-Rex a révélé des cicatrices qui ont guéri, démontrant qu'individus blessés ont survécu à des attaques importantes. Ces blessures peuvent résulter de combats intraspécifiques, c'est-à-dire d'affrontements entre tyrannosaures entre eux, pour le territoire, la dominance, la nourriture ou même les partenaires. On observe ainsi des marques distinctives, comme des empreintes de dents profondes sur des os du crâne, des mâchoires ou des membres, parfois presque symétriques, ce qui pourrait suggérer des rituels ou des combats ritualisés plutôt que des luttes mortelles systématiques. Ces pathologies offrent également une fenêtre sur la dynamique de groupe potentiel. Par exemple, la guérison des blessures implique que l'animal blessé a survécu suffisamment longtemps pour permettre la régénération osseuse. Un tel fait soulève la question de la prise en charge possible des individus affaiblis ou malades, un comportement que l'on retrouve chez certains carnivores sociaux modernes.
si un T-Rex blessé pouvait être aidé ou protégé par d'autres membres du groupe, cela ouvrirait la porte à l'hypothèse d'une organisation sociale avec des liens qui dépassent la simple coexistence. À l'inverse, certains scientifiques demeurent prudents et proposent que ces traces peuvent aussi s'expliquer par des interactions agressives sans coopération, simplement des luttes de pouvoir entre rivaux ou des accidents au cours de la chasse. La nature même des combats entre grands carnivores peut être extrêmement violente et compétitive, sans que cela ne signifie un système hiérarchique structuré, comme chez les mammifères sociaux actuels. Une autre catégorie de pathologies intrigantes concerne les marques de morsures sur des ossements de différentes parties du corps, parfois associées à des phases différentes de guérison. Cela suggère soit des attaques répétées entre individus, soit une forme de jeu ou de comportement social rythmant leurs relations. De plus, l'identification de blessures susceptibles d'être causées par des congénères, notamment des morsures à la tête, une zone stratégique dans les interactions, alimente l'idée d'une hiérarchie ou d'un système de domination pouvant rappeler, chez certains aspects, les groupes sociaux actuels où la compétition physique établit un ordre interne. Par ailleurs, certains fossiles révèlent des lésions permettant de penser que certains individus avaient vécu longtemps après de graves blessures ou maladies, ce qui suggère non seulement une certaine résilience, mais aussi, potentiellement, la capacité d'adaptation sociale pour survivre dans un environnement où la coopération pouvait avoir un rôle salvateur. Toutefois, il est important de souligner que l'interprétation des pathologies fossiles demeure un exercice délicat. Les marques sur les ossements ne fournissent pas de réponse définitive sur la nature du comportement social, mais plutôt des indices qu'il faut mettre en perspective avec l'ensemble des données disponibles, anatomiques, écologiques, comparatives, et croisées avec d'autres sources telles que les sites de regroupement ou les traces indirectes de comportement. En résumé, l'étude des pathologies fossiles chez le T-Rex renforce l'idée que ces animaux ne menaient pas une existence uniquement solitaire et antagoniste. Les morsures et blessures guéries traduisent des dynamiques complexes où rivalité, hiérarchie, mais aussi potentielle coopération pourraient se mêler. Cette dimension ouvre des perspectives passionnantes pour comprendre la vie sociale des tyrannosauridés, où chaque os raconte une histoire d'interaction qui dépasse le simple combat, évoquant peut-être un monde secret de contact et d'entraide au cœur du règne d'un superprédateur. Les couches fossilifères, où reposent les restes de nombreux Tyrannosaurus rex et autres dinosaures associés, offrent aux paléontologues une fenêtre unique sur le passé, permettant de sonder au-delà des ossements, sur les comportements, les interactions sociales et potentiellement les dynamiques de groupe de ces animaux disparus depuis des millions d'années. Plus particulièrement, l'analyse des marques de croissance et des preuves de mort simultanées dans certains gisements suscite de longues réflexions sur la possibilité que le T-Rex ait pu présenter des comportements de troupeau ou au moins de regroupement temporaire. Concrètement, les couches fossilifères sont des strates sédimentaires où se sont accumulés les vestiges organiques au fil du temps. Dans certains sites, comme ceux de Hell Creek ou du Lance Formation, il arrive que plusieurs individus de T-Rex, souvent de diverses tailles et âges, soient découverts ensemble dans un même niveau géologique, ce qui suggère qu'ils sont morts au même moment ou dans un laps de temps rapproché. Cette coïncidence temporelle invite à penser que ces animaux vivaient ensemble, ou au moins fréquentaient les mêmes espaces simultanément. Ces assemblages fossiles se distinguent des accumulations purement accidentelles par leur composition et leur organisation. La présence de juvéniles mêlés à des adultes témoigne en effet d'une certaine diversité d'âge caractéristique des structures sociales actuelles où les groupes
sont composés d'individus de différentes générations. La cohésion de cette diversité suggère que ces tyrannosaures ne se contentaient pas d'une coexistence paisible, mais pouvaient former des unités sociales organisées, parfois appelées troupeaux. Les marques de croissance des ossements permettent également d'en apprendre davantage. L'étude des lignes de croissance, similaires aux anneaux des arbres, révèle parfois des rythmes particuliers qui pourraient être liés à la dynamique sociale. Par exemple, des périodes de croissance ralentie ou accélérée, croisées entre individus d'un même fossile collectif, peuvent suggérer des influences mutuelles liées à l'alimentation, au stress environnemental ou social. La synchronie de croissance parmi plusieurs individus peut refléter des conditions de vie partagées, ce qui renforce l'idée qu'ils formaient potentiellement un groupe cohérent. Cependant, l'interprétation de ces données n'est jamais directe ni simple. Il faut en effet distinguer les morts simultanées causées par des épidémies, des catastrophes naturelles ou des phénomènes environnementaux, tels que des crues violentes, des incendies ou des sécheresses, de celles résultant d'événements biologiquement signifiants, comme un comportement social. Par exemple, une inondation peut entraîner la mort de nombreux animaux, sans que ceux-ci aient jamais interagi les uns avec les autres. Cela dit, lorsque plusieurs spécimens présentent des indices communs de stress ou de pathologies similaires, combinés à la proximité spatiale et temporelle, la probabilité d'un lien comportemental entre eux s'accroît. C'est ce type d'indice que scrutent attentivement les paléontologues pour soutenir ou infirmer l'hypothèse d'un comportement social. Ces fouilles ont ainsi modifié la compréhension classique d'un tyrannosaure isolé, favorisant l'idée d'occasions réelles où les individus se seraient rassemblés pour chasser de grandes proies, pour s'abriter ou pour se déplacer ensemble sur des territoires précis. Par exemple, certains sites montrent que les adultes pouvaient cohabiter avec les jeunes, les protégeant potentiellement des autres prédateurs, ce qui témoignerait d'un comportement social complexe. En somme, les couches fossilifères à multiples individus, combinées à l'analyse précise des marques de croissance, offrent des indices précieux sur la sociabilité possible du T-Rex. Elles suggèrent que, loin d'être toujours solitaires, ces tyrannosaures pouvaient former des regroupements structurés, en tout ou en partie temporaires, susceptibles d'optimiser leur survie et leur efficacité en tant que superprédateurs. Dans les chapitres qui suivent, nous explorerons plus en détail d'autres preuves comportementales, ainsi que leur comparaison avec les habitudes sociales d'autres dinosaures carnivores et animaux modernes, afin de mieux cerner ce fascinant puzzle paléontologique. L'idée d'une organisation sociale chez le Tyrannosaurus rex ne naît pas totalement ex nihilo. En effet, pour mieux appréhender les comportements possibles de ce titan du Crétacé, les paléontologues ont longtemps cherché à extraire des signaux d'organisation sociale chez d'autres théropodes, ces dinosaures carnivores qui partagent avec le T-Rex une histoire évolutive. Les allosaures, en particulier, ainsi que plusieurs autres groupes de théropodes, ont offert des exemples précieux, parfois surprenants, de sociabilité ou de coopération, qui servent de jalon à la réflexion sur le comportement du tyrannosaure. Les allosaures, dont les fossiles sont notamment abondants dans la célèbre formation de Morrison, datée du Jurassique supérieur, ont été à plusieurs reprises étudiés sous l'angle de l'organisation sociale. Plusieurs sites ont livré des regroupements d'individus allant jusqu'à des concentrations spectaculaires de plusieurs spécimens juvéniles, adultes et vieux individus mêlés. L'existence de ces accumulations suggère que les allosaures n'étaient pas des chasseurs nécessairement solitaires, mais qu'ils pouvaient former des groupes ou des bandes, potentiellement pour chasser en meute ou pour partager des ressources.
Cette hypothèse est appuyée par des traces d'empreintes fossiles et par des analyses anatomiques, indiquant une agilité et une coordination physique qui auraient pu favoriser des stratégies coopératives. Au-delà des allosaures, d'autres théropodes comme les coélophysoïdes, les synraptoridés ou encore les dromaeosauridés ont révélé des indices d'organisation sociale parfois éclatants. Les dromaeosaures, par exemple, sont souvent considérés comme des chasseurs sociaux, sur la base de fossiles regroupant plusieurs individus et de la découverte de nids composés de juvéniles accompagnés d'adultes. Leur morphologie suggère également une forte mobilité et un comportement compatible avec la chasse coordonnée, qui pourrait s'appliquer à plus grande échelle à des cousins plus massifs. Par ailleurs, des marques sur les os dues à des morsures, visibles chez certaines espèces, indiquent des interactions intraspécifiques variées, rivalité, mais aussi soins ou interactions sociales prolongées. Ces constatations renforcent la conviction que la vie sociale, souvent complexe, n'était pas l'apanage des seuls mammifères ou oiseaux modernes, mais avait déjà des racines solides chez certains dinosaures carnivores. Cela dit, il faut nuancer. L'organisation sociale diffère grandement selon les espèces, les groupes d'âge, le contexte géographique ou temporal et les pressions écologiques. Certains théropodes ont peut-être vécu essentiellement de manière solitaire, adoptant des stratégies qui tournaient autour de la compétition directe. D'autres, au contraire, ont pu développer des comportements sophistiqués, comparables à ceux de meutes modernes. Ces leçons tirées de l'étude des allosaures et autres théropodes permettent donc de nourrir la réflexion sur le Tyrannosaurus rex. Les données accumulées montrent qu'une sociabilité variable chez les grands carnivores du Mésozoïque est possible, voire probable. Cela ouvre la porte à l'éventualité que le T-Rex, bien qu'étant l'un des plus grands théropodes jamais connus, ait lui aussi bénéficié, dans certains contextes, d'une organisation sociale et d'une coopération lors de la chasse ou d'autres activités. Ainsi, en regardant au-delà du seul T-Rex et en s'appuyant sur les indices d'autres théropodes, la vérité devient plus nuancée. Ces dinosaures carnivores n'étaient pas tous des prédateurs solitaires figés dans un comportement unique. Plusieurs d'entre eux ont manifesté des comportements sociaux complexes qu'il serait illusoire d'écarter d'une simple intuition chez les tyrannosauridés. Ces conclusions, issues d'un regard comparatif, enrichissent considérablement notre compréhension de la vie animale à la fin du Mésozoïque et guident les recherches actuelles sur les dynamiques sociales du T-Rex. Pour mieux comprendre les comportements potentiels du Tyrannosaurus rex, notamment son aptitude à chasser en groupe ou à adopter des stratégies sociales complexes, il est essentiel de se tourner vers les carnivores actuels. L'étude de ces espèces vivantes, dans leur diversité écologique et sociale, offre un cadre de référence indispensable. Nature contre culture, instinct biologiquement programmé versus adaptations acquises. Ces observations modernes aident à éclairer les débats sur le passé lointain du plus célèbre des dinosaures. Les carnivores sociaux les plus emblématiques aujourd'hui sont sans conteste les lions d'Afrique. Ces félins vivent en groupes structurés, appelés troupes, composés de plusieurs femelles apparentées, de leurs petits et d'un ou plusieurs mâles dominants. Cette organisation sociale permet une chasse coopérative, notamment sur des proies imposantes, qui seraient difficiles à capture par un seul individu. La coordination des rôles au sein de la troupe, poursuite, encerclement, attaque ciblée, maximise le taux de réussite et répartit les efforts. La structure hiérarchique est claire, mais aussi souple, où les liens sociaux renforcent la survie du groupe. À l'opposé, des carnivores comme le léopard vivent généralement de manière solitaire, chassant seuls et ne partageant ni leur territoire ni leur nourriture. Cette différence montre que la chasse en groupe n'est pas une nécessité absolue,
mais une adaptation écologique et sociale. En fonction des proies disponibles, des contraintes environnementales et de la pression des prédateurs ou rivalités intra-espèces, divers modes de vie ont évolué. Autre exemple pertinent, les loups gris. Ces canidés vivent en meute familiale, où une hiérarchie complexe règne, avec un couple alpha dominant. La meute permet une coordination lors de la chasse, souvent sur des herbivores plus gros, et un soin collectif des jeunes. Leur communication sophistiquée, via des vocalisations, postures corporelles ou marques olfactives, témoigne d'une intelligence sociale développée. Cette structure fournit un exemple vivant du bénéfice évolutif de la sociabilité chez un carnivore habitué à chasser en groupe. Cependant, même chez les carnivores qui paraissent plutôt solitaires, on observe des formes limitées de coopération ou de tolérance sociale. Les ours, souvent perçus comme des forêts vagabondes, peuvent se rassembler temporairement autour d'une source abondante de ressources, entretenir des interactions ponctuelles ou même conserver des liens familiaux sur plusieurs années. Ces comportements, bien que marginaux, indiquent une certaine plasticité comportementale dépendant du milieu et des circonstances. Plus surprenant encore, certains reptiles carnivores, comme les varans, montrent des comportements sociaux pas si éloignés que ceux-là des mammifères. Alors qu'ils sont poikilothermes et perçus comme primitifs, certains varans tolèrent une proximité entre individus, s'affrontent parfois moins violemment que prévu et présentent des stratégies de chasse qui pourraient suggérer une forme d'organisation basique, voire collective, bien que la preuve formelle reste limitée. Qu'en conclure pour le Tyrannosaurus rex? L'observation de ces différentes stratégies chez les carnivores modernes indique clairement que la sociabilité chez les prédateurs n'est pas dictée par un seul facteur, mais par un ensemble complexe. Taille des proies, densité de population, environnement, besoins énergétiques et capacités cognitives. Il est donc tout à fait plausible que le T-Rex, immense carnivore, confronté à des proies titanesques, ait développé des comportements sociaux spécifiques, éventuellement souples et variables selon les circonstances. Enfin, il faut souligner que la culture, entendue comme transmission sociale d'un savoir ou d'un comportement, peut jouer un rôle dans cette organisation sociale. Si certains animaux, comme les cétacés ou les corvidés, vivent des cultures complexes, chez les grands carnivores terrestres, la transmission de comportements de chasse ou de partage est observée et suggère une dimension culturelle forte. Si une telle dimension peut s'appliquer à des dinosaures, en particulier des théropodes intelligents comme le T-Rex, reste une question ouverte mais fascinante. En somme, l'étude des carnivores modernes, du lion majestueux au discret varan, nous offre un miroir précautionneux sur la nature et la culture sociale. Cette exploration comparative enrichit notre compréhension des dynamiques possibles qui ont pu exister chez le Tyrannosaurus rex, balançant entre des instincts enracinés et des adaptations culturelles, et ainsi éclairant un des mystères les plus captivants de la paléontologie comportementale. Imaginer la structure d'un groupe de Tyrannosaurus rex est un exercice captivant qui mêle données fossiles, comparaison avec les animaux actuels et spéculations raisonnées. Alors que jusqu'à récemment le T-Rex était considéré comme un solitaire, les découvertes et analyses récentes suggèrent qu'il pourrait avoir existé sous la forme de groupes organisés, voire de troupeaux, où la taille, la composition et la place des juvéniles et des adultes jouaient un rôle essentiel dans la dynamique sociale. Reconstituer cette organisation permet non seulement d'éclairer le comportement de ce superprédateur, mais aussi de mieux comprendre ses stratégies de chasse, sa reproduction et sa survie dans le monde impitoyable du Crétacé supérieur.
Commençons par la taille potentielle d'un groupe. Les fouilles sur certains sites riches en fossiles, comme Hell Creek ou Dry Island, ont révélé la présence simultanée de plusieurs individus de Tyrannosaurus rex, dont des spécimens adultes et juvéniles. Ces découvertes suggèrent que ces regroupements n'étaient pas anecdotiques, mais au contraire fréquents, indiquant une structure sociale plus proche d'un troupeau que d'un simple rassemblement opportuniste. Les groupes hypothétiques pourraient rassembler entre 3 et une dizaine d'individus, ce qui correspondrait à une taille de groupe suffisamment fonctionnelle pour une chasse collective et la défense mutuelle, tout en restant gérable au niveau des ressources alimentaires, généralement abondantes, mais saisonnières. La composition de ces groupes serait vraisemblablement mixte, mêlant des adultes expérimentés capables de traquer et abattre de grandes proies, avec des juvéniles en croissance qui bénéficieraient de la protection et de l'apprentissage au contact des adultes. Les juvéniles, bien que plus petits et moins puissants, auraient certainement joué un rôle important dans la dynamique du groupe, probablement en chassant des proies plus petites ou en intervenant lors des phases clés de la chasse. Leur présence aurait également augmenté les chances de survie globale du groupe en assurant la transmission des comportements sociaux et des techniques de chasse. Les adultes eux-mêmes pourraient avoir différencié leur rôle. Des paléontologues ont émis l'hypothèse que certains individus auraient joué le rôle d'éclaireurs, explorant les zones à la recherche de proies, tandis que d'autres auraient pris en charge l'attaque directe, utilisant leur puissance remarquable pour abattre les herbivores de grande taille. Cette division du travail établirait une hiérarchie souple, où la taille, la force et l'expérience définiraient la place de chacun, sans nécessairement empêcher la coopération. Cette organisation rappelle, dans une certaine mesure, la structure des meutes de loups ou des groupes de lions modernes. Par ailleurs, la présence d'individus blessés ou malades dans certains fossiles, associés à des marques de guérison, laisse penser que le groupe pouvait maintenir un certain degré de solidarité, protégeant ou aidant ceux des siens en difficulté. Cette hypothèse, bien qu'extrêmement difficile à prouver définitivement, renforce le concept d'une vie sociale élaborée, avec des liens dépassant la simple compétition. L'étude des juvéniles souligne aussi des différences marquées à cet âge. Leur vitesse, leur agilité et leur vulnérabilité auraient nécessité une protection spécifique. Les adultes auraient donc non seulement chassé pour le groupe, mais également veillé à la sécurité des jeunes, ce qui plaide pour une organisation sociale tournée vers la survie collective. Il convient cependant de rester prudent. Les données fossiles restent fragmentaires, et la théorie d'une organisation sociale chez le T-Rex n'est pas universellement admise. Certains chercheurs observent que les regroupements d'individus peuvent avoir résulté de facteurs abiotiques, comme des événements catastrophiques concentrant plusieurs individus. Néanmoins, la répétition de ces découvertes, la diversité d'âge des individus impliqués et certains indices comportementaux issus d'analyses statistiques de population renforcent la plausibilité d'une structuration sociale réelle. En somme, l'hypothèse d'un groupe de T-Rex organisé en troupeaux composés d'adultes et de juvéniles, avec une taille permettant la chasse coopérative et la protection mutuelle, offre une vision nouvelle et fascinante de ce super-prédateur. Cette organisation aurait favorisé sa domination sur le paysage du Crétacé, rendant possible la chasse d'herbivores gigantesques et souvent dangereux, ainsi que l'épanouissement d'une dynamique sociale riche, jusque-là insoupçonnée. La quête pour mieux comprendre cette structure nous pousse à approfondir encore nos recherches et à rêver de ces temps anciens où le T-Rex pourrait bien avoir été, non pas un chasseur solitaire, mais un chasseur en meute, le cauchemar ultime de la faune
Crétacé. L'évolution des technologies numériques a profondément révolutionné notre façon d'appréhender le passé, et en particulier le comportement de créatures aussi fascinantes que le Tyrannosaurus rex. Les simulations 3D, couplées aux études comportementales contemporaines, permettent désormais de donner corps à des scénarios visuels impressionnants qui illustrent, avec un réalisme inédit, les hypothétiques stratégies de chasse de ce superprédateur, notamment dans le cadre d'une chasse en meute, longtemps considérée comme marginale voire improbable. La modélisation tridimensionnelle offre tout d'abord la possibilité de reconstruire avec précision l'anatomie du T-Rex, son poids, sa puissance musculaire, sa mobilité et sa vitesse de course. Ces données sont essentielles pour simuler ses capacités physiques dans un environnement virtuel. Grâce aux scanners CT et aux techniques de photogrammétrie, les squelettes fossiles peuvent être numérisés dans les moindres détails pour produire des avatars extrêmement fidèles, capables d'interagir dans des scènes reproduisant leur habitat naturel, des plaines boisées aux zones marécageuses du Crétacé supérieur. Ces modélisations 3D sont ensuite intégrées dans des environnements virtuels où différents individus peuvent être animés selon des protocoles comportementaux issus d'observations chez les grands carnivores modernes. Par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle reproduisent des interactions de groupe basées sur des stratégies connues de chasse coopérative, telles que la coordination dans l'encerclement de la proie, la répartition des rôles, éclaireur, harceleur, assaillant, ou la communication silencieuse par le mouvement et la posture. L'un des scénarios les plus convaincants générés montre un groupe de T-Rex de taille variable, ados, adultes, s'organisant pour chasser un immense hadrosaure. Les simulations démontrent que, même avec leur grande masse, ces dinosaures pouvaient coordonner leurs déplacements pour isoler une proie vulnérable, en exploitant leurs sens aiguisés, notamment la vision binoculaire et l'odorat, pour maintenir la pression et éviter la fuite ou la riposte dangereuse. La complémentarité des membres du groupe semble cruciale, certains attaquant de flanc pendant que d'autres empêchent la fuite ou chassent en avant. D'un point de vue comportemental, ces études permettent de tester des hypothèses concernant la dynamique sociale des tyrannosaures, la prise de risque, la répartition équitable de la nourriture, la protection des juvéniles lors des phases de chasse, mais aussi la gestion des conflits internes. On observe que, dans les simulations, des comportements de coopération émergent naturellement dans les conditions où les bénéfices collectifs surpassent les intérêts individuels, notamment dans la traque de proies de grande taille nécessitant plusieurs chasseurs. Par ailleurs, des études récentes mêlent ces simulations 3D avec des données tirées de la biomécanique et de la physique des fluides pour mieux comprendre comment la force de morsure, la vitesse des mouvements et l'endurance des animaux pouvaient influencer la réussite des stratégies de groupe. Ces approches interdisciplinaires montrent qu'un T-Rex isolé aurait eu plus de difficultés à abattre de très grandes proies, tandis qu'une chasse coordonnée en groupe augmentait significativement les chances de succès. Ces visualisations n'en demeurent pas moins des hypothèses en perpétuelle évolution. Elles sont enrichies et corrigées à mesure que les découvertes paléontologiques et les outils informatiques progressent. Néanmoins, elles offrent une immersion captivante qui rapproche le grand public et les chercheurs de la réalité possible d'un T-Rex chassant en meute. Elles traduisent en images vivantes et concrètes ce que les os fossilisés laissent entrevoir seulement de manière fragmentaire. Ainsi, dans ce mariage entre science et technologie, la simulation 3D devient un puissant outil d'exploration cognitive. Elle nous invite à dépasser la simple observation statique des fossiles pour envisager des comportements dynamiques, sociaux et adaptatifs d'un superprédateur dont la chasse pouvait bien être un travail d'équipe, un véritable cauchemar collectif pour la faune herbivore
du Crétacé supérieur. Imaginez une horde de Tyrannosaurus rex, organisée comme une véritable meute, soulève la question fascinante de la répartition des rôles au sein du groupe. Les notions d'éclaireur, d'attaquant et de finisseur évoquent une sophistication comportementale qui, jusqu'à présent, semblait réservée à certains carnivores sociaux modernes, tels que les lions ou les loups. Mais cette vision est-elle pure fiction, issue de notre imaginaire collectif, ou existe-t-il des bases scientifiques crédibles qui la rendent plausible pour le T-Rex? Pour envisager cette organisation, il convient d'examiner d'abord les contraintes écologiques et anatomiques propres au T-Rex. Ce dinosaure gigantesque, pesant jusqu'à 9 tonnes, possédait une force de morsure exceptionnelle et une anatomie puissante, mais aussi limitée dans certains aspects. Ses membres antérieurs courts limiteraient leurs fonctions, tandis que ses sens, notamment olfactifs et visuels, étaient très développés. Cette combinaison architecturale précise le cadre du possible. Dans cette hypothèse, les éclaireurs seraient des individus plus jeunes et agiles, dotés d'une meilleure rapidité et d'une capacité d'exploration plus efficace. Ils pourraient parcourir l'environnement pour repérer les proies ou détecter les dangers, puis retourner informer le reste du groupe, soit par des appels vocaux imaginés, soit par des comportements physiques visibles. Leur rôle serait crucial pour maximiser les chances de succès, tout en minimisant les risques. Les attaquants, souvent considérés comme les membres les plus puissants de la horde, auraient eu pour mission principale d'engager le combat avec la proie. Leur musculature développée et la structure renforcée de leur crâne et de leur mâchoire seraient adaptées pour infliger des morsures fatales et briser les os. La coordination de plusieurs attaquants simultanément permettrait de submerger une proie de grande taille, tâche difficile pour un chasseur solitaire. Les finisseurs se situeraient en bout de chaîne, intervenant une fois la proie affaiblie pour porter le coup de grâce ou pour maîtriser les mouvements de la victime. Leur présence renforcerait la stratégie collective en réduisant le temps d'exposition aux risques pour le groupe et en facilitant le partage des ressources. Ces rôles pourraient être flexibles selon la taille, la force ou l'expérience des individus. Toutefois, jusqu'ici, aucune preuve directe n'atteste formellement ce partage des rôles chez le T-Rex. Les fossiles ne peuvent montrer explicitement la dynamique des interactions ni la communication interne du groupe. Pourtant, des indices indirects alimentent cette hypothèse. Par exemple, les accumulations fossiles mixtes d'individus de différentes tailles, les pathologies osseuses guéries suggérant l'entraide, et les analogies comportementales avec les carnivores sociaux contemporains renforcent la crédibilité d'une organisation sophistiquée. Ces scénarios ne sont pas purement imaginaires. Les chercheurs utilisent désormais la modélisation numérique et les simulations comportementales pour tester la faisabilité de telles structures sociales, leur efficacité pour la chasse, leur cohérence énergétique et les interactions entre membres. Ces approches montrent que pour un superprédateur tel que le T-Rex, la coopération et la spécialisation des rôles peuvent constituer une stratégie extrêmement avantageuse en termes de survie et de succès reproductif. Ainsi, la réalisation d'une chasse en meute avec répartition des rôles, longtemps cantonnée à la science-fiction, s'intègre progressivement dans les débats scientifiques comme une possibilité plausible, sinon probable. Une horde organisée, avec ses éclaireurs, ses attaquants puissants et ses finisseurs agiles, représenterait une adaptation remarquable, faisant du T-Rex non seulement un prédateur redoutable, mais aussi un animal social complexe et stratège. Ces réflexions, bien que stimulantes, doivent être considérées avec prudence. Elles reposent sur un ensemble de données fragmentaires et de modèles analogiques.
Leur validation nécessitera encore de nombreuses découvertes paléontologiques, ainsi que l'évolution des techniques d'analyse. Cependant, elles ouvrent la voie à une relecture fascinante du comportement d'un des plus célèbres dinosaures, rapprochant l'image du T-Rex de celle d'un prédateur organisé et intelligent, à la fois cauchemar et maître du Crétacé. L'existence hypothétique d'une chasse en groupe chez le Tyrannosaurus rex, sorte de superprédateur coopératif, soulève inévitablement une question cruciale. Comment cela aurait-il pu influencer les populations de ses proies, notamment les gigantesques herbivores du Crétacé supérieur? Et plus largement, quelle aurait été l'incidence sur la biodiversité de ces écosystèmes anciens? Comprendre cette dynamique est essentiel pour saisir les enjeux écologiques à l'échelle des continents et l'évolution des stratégies de défense adoptées par les herbivores face à un prédateur potentiellement collectif et redoutablement efficace. Dans un premier temps, il faut envisager que l'émergence d'un prédateur capable de chasser en meute modifie profondément le rapport de force entre carnivores et herbivores. Une chasse en groupe permet d'attaquer des proies plus grandes, plus difficiles à abattre, et parfois même plus dangereuses. Face à cela, les herbivores devaient nécessairement adapter leur stratégie de défense pour survivre. Cette pression sélective aurait favorisé l'évolution de caractéristiques physiques renforcées, telles que des armures osseuses plus épaisses chez les ankylosaures, des cornes plus longues et plus robustes chez les cératopsiens comme le tricératops, ou des comportements collectifs plus sophistiqués, comme la formation de troupeaux compacts dans lesquels les individus les plus faibles étaient protégés au centre. Ces adaptations n'échappent pas à une logique évolutive classique. Le bras de fer entre prédateurs et proie stimule un jeu d'esquive et d'attaque en perpétuelle évolution, une sorte de course aux armements biologiques. Ainsi, une organisation sociale du T-Rex aurait exercé une pression accrue sur les populations d'herbivores, accélérant l'émergence de défenses physiques et comportementales plus efficaces. Les hadrosaures, par exemple, ont développé des capacités de fuite rapide ainsi que des stratégies d'alerte au sein des groupes, augmentant leurs chances d'échapper à une attaque coordonnée. Par ailleurs, la présence d'un superprédateur groupé modifiait aussi indirectement la composition des écosystèmes. La prédation ciblée sur certaines espèces pouvait entraîner une redistribution des populations herbivores, limitant la prolifération excessive de certaines d'entre elles, ce qui favorisait l'équilibre des biotopes et la diversification des niches écologiques. Ce contrôle naturel sur la biomasse herbivore évitait la surexploitation de la végétation et encourageait la coexistence d'espèces variées, contribuant à une biodiversité riche et structurée. Les carnivores sociaux, en agissant ainsi, jouaient donc un rôle d'ingénieurs de l'environnement, façonnant le paysage tant par la chasse que par leur comportement territorial et leur déplacement. Cette influence pouvait également engendrer des modifications dans les cycles de reproduction et les aires de répartition des proies, forçant ces dernières à évoluer vers une plus grande vigilance, des migrations saisonnières plus complexes, voire des regroupements saisonniers plus denses. Toutefois, cette pression ne se traduisait pas systématiquement par un déséquilibre ou un appauvrissement. L'existence d'un T-Rex chasseur en meute pouvait induire une dynamique écologique où la compétition était intense, mais où la diversité et la spécialisation des espèces étaient stimulées, favorisant la résilience des écosystèmes face aux aléas climatiques et géologiques du Crétacé. Cette relation trophique complexe et ses conséquences sur la biodiversité illustrent à quel point l'éventualité d'une chasse groupée du T-Rex n'est pas un détail comportemental anecdotique, mais un facteur puissant d'évolution à long terme, impliquant tous les maillons de la chaîne alimentaire et modelant la vie sur Terre à l'échelle continentale.
Ainsi, l'étude des conséquences de la chasse collective du Tyrannosaurus rex sur ses proies et sur la biodiversité nous révèle un monde ancien, animé par des forces évolutives puissantes, où la coopération des prédateurs et les stratégies de défense des herbivores s'entremêlaient dans une lutte sans merci. Ce chapitre ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'équilibre écologique du Crétacé supérieur, un équilibre à la fois fragile et dynamique, qui fait écho à nos enjeux contemporains de gestion des écosystèmes. L'émergence d'un superprédateur coopératif, tel qu'un Tyrannosaurus rex, chassant en meute, aurait eu des répercussions majeures sur les réseaux trophiques et la structure même des écosystèmes du Crétacé supérieur. Cette hypothèse bouleverse notre compréhension classique, selon laquelle les grands carnivores agissaient essentiellement en solitaire, suggérant plutôt un impact écologique bien plus dynamique et profond, capable de remodeler les interactions entre espèces et la composition des environnements naturels. Un superprédateur coopératif constitue une force écosystémique puissante qui, au sommet de la chaîne alimentaire, maîtrise non seulement la pression directe exercée sur ses proies, mais influence également indirectement toute une cascade d'effets en résonance. En coordonnant leurs efforts pour chasser ensemble, ces tyrannosauridés auraient accru leur efficacité à capturer de grandes proies, modifiant ainsi la démographie des herbivores massifs, tels que hadrosaures et cératopsiens. Une prédation accrue et organisée aurait limité la prolifération de certaines espèces herbivores, empêchant leur surpopulation et la dégradation excessive des ressources végétales. Cette pression prédatrice renforcée aurait favorisé une sélection naturelle plus intense sur les proies, accélérant l'évolution de défenses physiques, armure, cornes, comportement de troupeaux et incitant à des changements adaptatifs rapides au sein des populations herbivores. Mais au-delà, par la régulation des populations dominantes, le superprédateur aurait indirectement permis la diversification d'autres niches écologiques où de nouvelles espèces pouvaient se développer en profitant de la modulation des pressions concurrentielles. Les réseaux trophiques s'en seraient trouvés modifiés dans leur complexité et leur équilibre. En limitant le nombre de gros herbivores par la chasse organisée, les tyrannosauridés auraient pu favoriser la croissance et la diversité de la végétation, modifiant les habitats et les ressources disponibles pour les autres organismes, des insectes aux petits vertébrés. Cette cascade trophique témoigne d'une dynamique écologique intégrée, où chaque rôle, de la proie au prédateur, façonne son environnement et l'ensemble de la communauté biologique. D'autre part, la domination des tyrannosauridés comme prédateurs en meute aurait pu influencer la compétition interspécifique avec d'autres carnivores. Face à un chasseur collectif et efficace, les autres grands théropodes auraient dû modifier leur comportement, en adoptant des zones d'habitat différentes, en changeant leurs habitudes alimentaires ou en se spécialisant dans des niches écologiques secondaires. Ce qui aurait accentué la partition des ressources et l'harmonie relative entre prédateurs. Enfin, cette domination prédateur-proie en réseau aurait façonné le paysage crétacé de manière tangible. De vastes territoires auraient été contrôlés par ces groupes, influençant non seulement les migrations animales, mais aussi les cycles reproductifs et les interactions sociales. Les zones où la prédation était intense auraient vu des déplacements constants des troupeaux herbivores, entraînant une dispersion des graines et la régénération des plantes, contribuant ainsi, indirectement, à la dynamique végétale et à la formation des paysages. En somme, la perspective d'un Tyrannosaurus rex superprédateur coopératif modifie radicalement notre vision des écosystèmes du Crétacé. Il ne s'agit pas simplement d'un carnivore solitaire redoutable, mais d'un acteur écologique majeur, capable de remodeler la biodiversité, l'organisation des espèces et les processus naturels à grande échelle.
Cette conceptualisation ouvre de nouvelles voies passionnantes pour la paléoécologie, en affinant notre compréhension des rétroactions complexes entre comportements animaux et dynamiques environnementales, dans un passé lointain, mais essentiel à l'évolution de la vie sur Terre. La proposition que le Tyrannosaurus rex aurait pu chasser en groupe, formant ainsi une meute organisée, soulève depuis plusieurs décennies un débat animé au sein de la communauté scientifique. Cette hypothèse, si fascinante soit-elle, est confrontée à des arguments contradictoires, à des limites inhérentes aux données fossiles disponibles et à une certaine prudence inquiète des paléontologues, toujours soucieux d'éviter d'imposer des interprétations trop spéculatives sur des vestiges fragmentaires. D'un côté, de nombreux indices semblent suggérer qu'une forme de sociabilité existait chez le T-Rex. La découverte de sites où plusieurs individus ont été retrouvés ensemble, les traces de blessures guéries indiquant des interactions intraspécifiques, ou encore certaines analyses biomécaniques et comportementales. Ces éléments nourrissent l'hypothèse d'un comportement social, notamment pour optimiser la chasse face à des proies redoutables et massives. Cependant, de l'autre côté, les opposants soulignent que la preuve directe d'une chasse collective reste absente. Les fossiles groupés pourraient être le fruit d'événements taphonomiques, c'est-à-dire des processus géologiques comme des inondations ou des sécheresses, qui ont rassemblé des individus morts indépendamment les uns des autres. De plus, la morphologie du T-Rex, avec ses bras réduits et son corps massif, est parfois considérée peu favorable à une coopération sophistiquée, comparativement aux carnivores sociaux modernes. L'idée d'une coordination complexe dans la chasse est donc mise en doute. Par ailleurs, certains spécialistes rappellent que les animaux actuels montrent une grande diversité de comportements sociaux parmi les carnivores, allant de l'ultra-sociabilité des lions et loups à la quasi-solitude des tigres ou léopards. Ils insistent donc sur le fait qu'il est difficile, voire hasardeux, de projeter une organisation sociale moderne sur une espèce disparue et évoluant dans un contexte écologique complètement différent. Ce scepticisme se manifeste aussi par le rappel constant des biais et limites liés aux fossiles. Ceux-ci sont des témoins incomplets, parfois déformés, offrant seulement des instantanés très partiels de la vie passée. Toute reconstitution comportementale qui s'appuie uniquement sur des fossiles doit donc intégrer un degré d'incertitude important. Malgré ces débats, le dialogue scientifique est dynamique et constructif. De nouvelles technologies, telles que l'imagerie 3D, les analyses isotopiques, la modélisation numérique et l'intelligence artificielle, apportent des outils puissants pour tenter de dépasser ces impasses. Ces techniques permettent de mieux interpréter les sites fossiles, d'explorer les interactions possibles et d'élaborer des modèles comportementaux testables. En conclusion, l'hypothèse d'une chasse en groupe chez le T-Rex demeure une piste attirante, mais encore largement controversée, à la croisée entre observation fossile, analogie avec le vivant contemporain et prudence scientifique. Elle illustre par ailleurs la rigueur nécessaire en paléontologie, une science où fascination et rationalité doivent marcher main dans la main, où les certitudes sont rares, mais où l'exploration de l'inconnu continue d'être un moteur inexhaustible de recherche et de découverte. Les fossiles sont la mémoire silencieuse du passé, des témoins précieux de mondes oubliés. Cependant, cette mémoire est fragmentaire, parfois biaisée, et soumise à de nombreuses limites qui rendent délicate toute tentative d'interprétation, surtout lorsqu'il s'agit de comportements complexes, comme la chasse en groupe chez le Tyrannosaurus rex. Comprendre ces biais est fondamental pour évaluer avec prudence les preuves paléontologiques et éviter de tomber dans des extrapolations excessives ou infondées.
Tout d'abord, il faut rappeler que le processus de fossilisation est lui-même un filtre puissant. Seuls certains ossements, dans des conditions particulières, sédimentation rapide, absence de perturbations biologiques ou géologiques, ont une chance d'être conservés suffisamment longtemps pour être découverts. Cela induit nécessairement une perte massive d'informations, en particulier sur les tissus mous, les comportements, les interactions sociales, qui ne laissent que très peu de traces directes. La réalité du vivant est souvent bien plus complexe que ce que peuvent révéler les fragments osseux retrouvés. Les sites où plusieurs individus sont découverts ensemble posent souvent problème d'interprétation. Ces accumulations peuvent résulter d'événements taphonomiques, inondations, coulées boueuses, catastrophes naturelles, qui regroupent des restes morts, indépendamment les uns des autres, sans lien comportemental réel. Il devient alors périlleux d'attribuer à ces assemblages une signification sociale, comme celle d'une meute ou d'un groupe organisé. Les chercheurs doivent ainsi faire preuve d'une grande rigueur pour différencier signes de vie sociale et simples coïncidences géologiques. De plus, les ossements portent souvent des marques effacées ou altérées avec le temps, compliquant leur lecture. Les cicatrices de morsures, fractures ou blessures guéries peuvent être interprétées de diverses manières, selon la qualité de la conservation et les connaissances actuelles. Il existe donc un risque d'interprétation enthousiaste, parfois amplifiant la portée d'observation limitée pour soutenir une théorie particulière. L'analogie avec les comportements animaux actuels est aussi un biais potentiel. Bien que très utile, elle peut conduire à des conclusions hâtives si l'on transpose trop directement les habitudes des espèces modernes sur des dinosaures dont l'écologie et la physiologie étaient très différentes. Ce phénomène est appelé anthropomorphisme, où l'on projette dans le passé des comportements humains ou animaux familiers, sans preuve suffisante. Enfin, la pression médiatique et culturelle joue un rôle non négligeable dans la construction des récits scientifiques autour du T-Rex sociable. La fascination du public pour l'idée d'un super-prédateur en meute peut influencer, consciemment ou non, les interprétations scientifiques, incitant certains à privilégier des hypothèses spectaculaires plutôt que prudentes. En résumé, bien que les fossiles soient une source irremplaçable d'informations, ils comportent de nombreux biais et limites qui requièrent une approche méthodique et critique. La prudence dans l'interprétation évite les exagérations et garantit que les hypothèses sur le comportement social du Tyrannosaurus rex reposent sur des fondations solides, respectueuses des données réelles. Cette vigilance est la clé pour progresser dans la compréhension d'un passé fascinant, complexe et encore partiellement caché. Les avancées technologiques du XXIe siècle ont révolutionné la paléontologie en général, et l'étude du Tyrannosaurus rex en particulier, ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre la biologie et le comportement de ce superprédateur. Les outils modernes tels que les analyses par tomodensitométrie, CT scans, l'intelligence artificielle, IA, et la biomécanique appliquée aux fossiles permettent de dépasser les limites traditionnelles des fouilles et des analyses physiques, en offrant des données fines et un rendu précis des capacités et de la vie passée de ces géants disparus. Le CT scan est désormais un instrument incontournable. En permettant de visualiser l'intérieur des fossiles sans les endommager, cette technologie offre une image en 3 dimensions, des structures osseuses, des cavités cérébrales, des voies respiratoires et même des embolies vasculaires potentielles. Grâce à ces images, les chercheurs peuvent étudier la morphologie interne du T-Rex avec une précision extrême, révélant la complexité de son cerveau, la puissance de ses muscles, ou encore l'adaptation de ses sens comme l'odorat et l'ouïe. Ces données neuromorphologiques
donnent des indices sur son intelligence relative, sa sensibilité environnementale, ou même ses capacités de communication et de coordination. L'intelligence artificielle joue également un rôle croissant dans l'interprétation des données. Les algorithmes apprennent à reconnaître des patterns complexes dans les ensembles de données volumineuses recueillies, qu'il s'agisse de scanner des squelettes complets, d'analyser des réseaux sédimentaires ou de modéliser les interactions entre individus. Ces systèmes permettent notamment de simuler des comportements possibles, évaluant la faisabilité de stratégies de chasse en groupe, la dynamique des déplacements ou la réponse face aux menaces. L'IA facilite aussi la classification rapide et précise de fragments fossiles qui étaient jusqu'alors difficiles à identifier, accélérant ainsi la recherche. La biomécanique, quant à elle, conjugue l'ingénierie et la biologie pour évaluer comment le T-Rex se déplaçait, mordait et interagissait physiquement dans son environnement. En reconstruisant virtuellement les forces musculaires, les contraintes osseuses ou la dynamique des mouvements, les chercheurs peuvent tester des hypothèses sur la vitesse de course, la puissance des mâchoires ou la stabilité lors d'attaques. Cela permet d'affiner les scénarios possibles de poursuite des proies, d'estimer les efforts énergétiques nécessaires à la chasse et même d'envisager les contraintes imposées à un groupe coopérant. Ces technologies, combinées, apportent une nouvelle dimension dans la reconstitution de la vie du T-Rex, faisant passer la paléontologie d'une discipline descriptive à une science expérimentale capable de tester des modèles précis. Elle contribue à renouveler la compréhension des comportements sociaux, notamment la plausibilité d'une chasse en groupe coordonnée, en fournissant des preuves indirectes, mais solides, issues de modélisations avancées. Enfin, ces progrès techniques encouragent l'interdisciplinarité, mêlant paléontologie, informatique, biologie, physique et sciences sociales. Ce mélange fertile apporte des regards innovants et ouvre la porte à de futures découvertes prometteuses. Ainsi, l'emploi des CT scans, de l'intelligence artificielle et de la biomécanique bouleverse notre approche du Tyrannosaurus rex, transformant peu à peu l'imaginaire scientifique et populaire et rapprochant à grands pas la réalité du passé énigmatique de ce prédateur mythique. Le Tyrannosaurus rex, avec son imposante stature et son aura de prédateur ultime, occupe une place à part dans la pop culture mondiale. Pourtant, c'est souvent l'idée d'un T-Rex sociable, capable de chasser en groupe, qui a nourri notre fascination collective, transcender les frontières de la science pour se métamorphoser en un mythe captivant. Cette hypothèse, bien que encore controversée dans les cercles scientifiques, a profondément influencé la manière dont le T-Rex est représenté dans le cinéma, la littérature, les jeux vidéo et plus largement dans l'imaginaire populaire. Le cinéma, en tant que vecteur majeur de diffusion des connaissances et des mythes, a largement contribué à populariser l'image du T-Rex, non plus comme un prédateur solitaire, mais comme un chasseur social et organisateur. Des blockbusters légendaires, tels que la franchise Jurassic Park, bien que focalisés sur un T-Rex presque solitaire, ont parfois suggéré ou laissé miroiter la possibilité de comportements en groupe, notamment dans des scènes où plusieurs tyrannosauridés interagissent ou se livrent à des affrontements collectifs. Ces représentations amplifient l'idée d'un dinosaure intelligent, capable de coordination et de stratégies complexes, amplifiant l'émotion et le suspense. Dans la littérature, qu'il s'agisse de romans, bandes dessinées ou ouvrages populaires, le T-Rex collectif est devenu un motif récurrent. Les auteurs se plaisent à imaginer des récits où ces monstres préhistoriques chassent en meute, renforçant la peur et l'admiration mêlées. Ces récits servent bien plus qu'une simple distraction. Ils participent à la construction d'un imaginaire social où la coopération du T-Rex
vient rappeler nos propres modes d'organisation sociale, un pont entre l'homme et la bête du passé. Le phénomène s'étend aussi aux jeux vidéo, qui offrent un terrain d'exploration interactive. Plusieurs titres intègrent le T-Rex comme une menace redoutable, parfois sous forme de groupes coordonnés. La possibilité pour le joueur de devoir affronter, ou même incarner, un T-Rex social modifie l'expérience de jeu, suscitant une immersion plus forte, une tension accrue et un respect renouvelé pour ces créatures. La mécanique même du jeu encourage ainsi la découverte ludique des hypothèses scientifiques, tout en les rendant accessibles à un public large. Cette fascination est aussi liée à une double dimension psychologique. D'une part, la peur qu'inspire un prédateur de taille gigantesque, capable de coordination, rappelle les instincts primitifs humains face aux dangers collectifs. D'autre part, l'émerveillement devant cette forme d'intelligence animale transcende les frontières entre science et émotion, offrant un récit où l'évolution biologique répond à des comportements sociaux proches des nôtres. En retour, cette prédominance culturelle a un impact sur la recherche scientifique elle-même. La demande publique augmente l'intérêt pour ce sujet, encourageant les experts à explorer ces pistes, parfois controversées, avec rigueur, mais aussi créativité. La popularisation du T-Rex sociable contribue ainsi à un dialogue fécond entre chercheurs et grand public. Ainsi, l'hypothèse d'un Tyrannosaurus rex chasseur social dépasse largement la sphère académique pour s'ancrer dans les veines de la culture populaire. Cinéma, littérature, jeux vidéo font de ce dinosaure mythique un symbole à la fois terrifiant et fascinant, sorte d'emblème d'un passé révolu, mais toujours vivant dans notre imaginaire collectif. À mesure que la recherche paléontologique avance, l'exploration du comportement social du Tyrannosaurus rex demeure l'une des quêtes les plus palpitantes et mystérieuses de notre compréhension du passé. Le T-Rex, souvent considéré comme le superprédateur emblématique du Crétacé supérieur, continue de fasciner tant par son impressionnante stature que par les hypothèses audacieuses qu'il soulève, notamment celle d'une possible chasse en groupe. Mais quelles sont les perspectives actuelles qui nourrissent l'espoir de nouvelles découvertes? Et comment les fouilles à venir pourraient-elles éclairer davantage ce mystère? D'abord, les chercheurs s'appuient sur l'extension et la prospection active de formations géologiques riches en fossiles, tels que Hell Creek, le Lance-Formation ou Dry Island. Ces terrains ont déjà livré de nombreuses découvertes majeures, mais le potentiel y demeure colossal. Les nouvelles techniques de relevé géophysique et de détection améliorent la rapidité et la précision des fouilles, permettant d'identifier des sites où plusieurs individus pouvaient coexister. L'identification de nouveaux assemblages fossiles méthodiquement excavés promet de nouveaux ensembles osseux susceptibles d'apporter des données jamais entrevues sur la socialité des tyrannosaures. Par ailleurs, les analyses interdisciplinaires se multiplient, combinant paléontologie, biologie, génétique comparée et modélisation informatique. Ces approches intégrées, renouvelant la rigueur méthodologique, ouvrent la voie à des interprétations plus nuancées et à la validation de théories jusque-là spéculatives. En particulier, les études sur les pathologies, la biomécanique, la morphologie cérébrale et les traces sédimentaires offrent une compréhension toujours plus fine de la vie quotidienne et des interactions entre individus. La quête de la vérité s'appuie également sur les technologies émergentes. L'intelligence artificielle, le machine learning, les analyses isotopiques raffinées et la tomodensitométrie haute résolution permettent aujourd'hui de reconstituer avec un degré de précision inédit les comportements, la physiologie et l'environnement des dinosaures. Ces outils donnent accès à des indices subtils, tels que la détection de relations familiales, l'organisation spatiale des groupes ou des rythmes de vie particuliers à chaque individu.
En parallèle, des fouilles sous-marines et dans des zones difficiles d'accès sont entreprises dans la perspective de découvrir des sites fossiles encore préservés, susceptibles d'enrichir considérablement le dossier du T-Rex social. Des collaborations internationales réunissant paléontologues, géologues et biologistes renforcent ces efforts, incarnant une dynamique scientifique globale et collaborative. Enfin, la passion du public et le soutien institutionnel continuent de financer ces recherches, favorisant une dynamique vivante où science, technologie et curiosité collective avancent de concert. Chaque nouvelle découverte suscite un questionnement renouvelé, un affinement des hypothèses et une invitation à repenser ce que nous savons du plus mythique des prédateurs. Ainsi, la quête perpétuelle de la vérité sur le Tyrannosaurus rex, loin d'être close, se trouve aujourd'hui à un tournant enthousiasmant. Les fouilles en cours et à venir, soutenues par des technologies avant-gardistes et une réflexion interdisciplinaire, laissent entrevoir un avenir où les contours de la vie sociale du T-Rex pourront être enfin dessinés avec plus de certitude, mêlant science et émerveillement dans le respect rigoureux des données fossiles. Ce voyage au cœur du temps révèle combien l'histoire naturelle est un champ d'exploration infini, une aventure humaine pour comprendre l'origine et l'évolution du vivant sur notre planète.